Même si l'idée d'explorer la jeunesse de Superman a déjà été faite en 1988 avec la série Superboy, aucun programme n'avait encore jamais exploré le voyage initiatique de Clark Kent. Même si ce concept a un petit peu traîné en longueur et débordé sur le programme, on va parler tout de suite de Smallville. Et je dois dire que le pitch de Smallville reposait sur une ambition plutôt intéressante et en plus qui a été faite par des passionnés de Superman. Alors même si les aficionados de Superman ont plutôt rejeté le concept de la série, car il proposait des choses nouvelles, intéressantes et qui par conséquent n'ont pas forcément été bien exploitées dans la continuité de la série, on en parle après. À mon sens, Smallville est sûrement un des programmes les plus pertinents et les plus convaincants qui tournent autour de Superman. Évidemment, la série n'est pas dénuée de défauts et on va y venir. Mais elle a le mérite d'avoir pris le temps de développer la genèse du fils de Krypton. Et la construction narrative des différents épisodes de Smallville, en tout cas sur les premières saisons, m'ont extrêmement fait penser à la série Buffy contre les vampires. Je m'explique. Sur la saison 1, Clark Kent va être confronté à différents ennemis. On va avoir la construction scénaristique du un épisode, un ennemi, un épisode, un ennemi. Ce qui va être intéressant, c'est que chaque ennemi va proposer une évolution et un développement pour le personnage de Clark Kent. Et va devoir traverser ces épreuves un peu de la même manière, métaphoriquement parlant, qu'un adolescent doit traverser. Et c'est, je dois dire, ce qui fait les fondements d'une bonne série teenager. Smallville reprenait ces codes-là et en plus, il les adaptait correctement. Donc on aborde les questions existentielles qu'un adolescent lambda pourrait se poser et on y met un antagoniste métaphorique pour pouvoir avancer face à ce problème et évoluer dans son passage à l'âge adulte. Parce que finalement, l'adolescence, c'est ça, ce n'est qu'une transition entre l'enfant et l'adulte. Et du coup, ça en fait une grosse période d'apprentissage, pas la plus simple. Et moi, ce que j'adore dans la série Smallville, c'est que Clark Kent part de zéro au niveau de la recherche de ses origines. Parce que, encore une fois, quand on est adolescent, on est à la quête d'une identité. On a besoin d'appartenir à un groupe. Et Clark Kent, se sentant extrêmement différent par le biais de ses pouvoirs, il faut savoir qu'il y a énormément d'adolescents, alors que ce soit par des pathologies ou autres, je pense au HPI, je pense à la dyslexie, à toutes ces choses-là, où tu as beaucoup d'adolescents qui vont se sentir différents des autres. Et c'est intéressant de voir à quel point tous les adolescents qui se sentent différents, finalement, font de ça quelque chose de commun qu'ils ont. Et narrativement parlant, scénaristiquement parlant, Clark va partir du coup à la quête de ses origines et je trouve que le fil rouge de la série sur la première saison était vraiment bien construit. J'évoquais les différents antagonistes que Clark va rencontrer dans les premières saisons, et il y a un élément qui, à mon sens, est assez métaphorique, c'est la façon dont ces monstres vont émerger dans la série. D'ailleurs, cet élément-là, à mon sens, c'est d'un côté un point fort, mais d'un autre côté aussi un point faible pour la série. Je vais évidemment parler de la kryptonite verte. Dans la série, la kryptonite, elle est omniprésente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on lui a donné un espèce d'aspect mutagène vis-à-vis des êtres humains qui vont leur donner des particularités. Après, ce qu'elle fronte, ces particularités, évidemment, ça n'engage qu'elle, mais c'est ce qui va créer plus ou moins chaque antagoniste sur chaque épisode. Et c'est intéressant de faire le lien entre les épreuves que devra affronter Clark sont nées finalement de sa plus grande faiblesse, la kryptonite. Mais là où aussi elle se trouvait être un gros point faible dans la série, c'est que la kryptonite, tu en as en abondance. Donc dans l'histoire originelle de Superman, on a effectivement cette kryptonite qui est sa plus grosse faiblesse, qui permet quelque part de l'arrêter. Mais fondamentalement, c'est un minéral qui est relativement rare sur Terre. Et il faut qu'il soit rare, parce que sur le principe, n'importe qui pourrait arrêter Superman. Et l'abondance de kryptonite dans Smallville pose problème, parce que ça veut dire que n'importe quel pécos peut aller se balader à Smallville, choper de la kryptonite et arrêter Superman. Donc du coup, ça désamorce aussi un petit peu le côté extraordinaire du héros. Même si ça ne dessert pas le récit, évidemment, je comprends la façon dont on utilise les kryptonites, mais c'est vrai qu'il aurait fallu avoir au fil de la série un moyen un petit peu de se débarrasser de ces kryptonites vertes au fur et à mesure. Et voilà pourquoi je pense que cet élément, qui était un élément fort de la série, en est aussi un gros point faible. Et quelque part, Goff et Millard étaient obligés d'utiliser la kryptonite parce que il ne fallait pas que les épreuves que Clark a à subir soient trop faciles. Et évidemment, si on avait édulcoré la kryptonite dans la série, forcément, il aurait rencontré toujours de la facilité à régler ses conflits. Et ça aurait peut-être même
transformer son état d'esprit et sa perception des choses, malgré l'éducation qu'il va avoir auprès de Martha et de Jonathan Kent. Et là où ils ont été aussi hyper subtils avec la kryptonite, c'est que c'est de ce minéral qu'est fait le collier de la femme dont Clark est éperdument amoureux, Lana Lang. Et ce qui était très intéressant, je trouve vraiment que c'est du génie d'avoir fait un collier en kryptonite pour cette Lana, qui rend du coup Clark malade devant cette jeune fille, de la même manière qu'un adolescent un petit peu intimidé pourrait se retrouver face à une jeune fille qui lui plaît. C'était du génie de faire ça. Parce que du coup, on a les préceptes, je dirais, de ce que Clark est censé devenir au niveau de son masque de Clark Kent. Vous savez, ce jeune homme un peu niais, un peu maladroit, très maladroit même. Il avait besoin de devenir ce Clark Kent pour masquer son identité de Superman. Et je trouve ça formidable que dès son adolescence, finalement, par le fait qu'il cache ses pouvoirs et par le fait qu'il est rendu malade par le collier de Lana, il se comporte comme un adolescent intimidé, maladroit, et à ce moment-là, il n'a pas encore la connaissance de cette kryptonite, qu'il appelle d'ailleurs météorite sur les premières saisons. Donc il ne sait pas que c'est le collier de Lana qui le rend malade. On peut dire ce qu'on veut, c'est cohérent, c'est maîtrisé, et ça oblige Clark à être en difficulté. Parlons un petit peu du voyage initiatique de Clark. Ce qui est intéressant dans Smallville, c'est la façon dont tout a été préparé. Alors, les saisons prochaines vont nous donner d'autres explications, mais c'est vrai que sur le début des saisons, on pouvait s'interroger sur la manière dont l'arrivée de Clark a été préparée. On a des grottes indiennes avec des peintures qui représentent Naman, et Naman qui regroupe un peu l'histoire de Clark. Et puis, euh, la grotte va avoir vraiment un lien direct avec Clark parce que c'est par cette grotte qu'il va pouvoir, entre guillemets, commencer à communiquer avec son père et qu'il va surtout pouvoir créer sa forteresse de solitude. Et au fil des saisons, on va avoir un peu des explications qui vont apporter un peu de cohérence et de nuance par rapport à ça parce que il est vrai qu'au moment de la découverte des grottes, tu dis c'est peut-être un peu léger, c'est un peu trop facile de lui apporter des grottes qui vont lui révéler des réponses sur ses origines kryptoniennes. C'est dans ces grottes qu'il va apprendre le langage kryptonien, enfin, qu'il va l'apprendre de manière un peu surnaturelle, évidemment. Et à la fois, je trouvais que ça creusait le côté légendaire de Superman. Le fait qu'on ait une histoire sur des murs, des histoires de prophéties, toutes ces choses-là qui étaient intéressantes. Et même au fil des saisons, Clark va devoir récupérer des artefacts pour pouvoir avancer dans sa quête et dans son voyage initiatique. Et même sur le moment, l'histoire des 3 pierres philosophales qui étaient intervenues dans la saison 4, je me disais que c'était un petit peu too much. Et c'est qu'en saison 9, qu'on va nous donner une nouvelle lecture, une nouvelle explication qui va rendre un petit peu la chose plus cohérente. Et sur le principe, il y avait des moments où j'avais envie de me dire, purée, Jor-El, il aurait pas pu laisser juste une petite vidéo explicative plutôt que de l'emmener à rechercher des artefacts et tout pour avancer dans sa quête. Et ce sera expliqué, à mon sens, bien trop tard. Mais j'ai trouvé en tout cas fortement intéressant que tout ce qui arrive à Clark sur Terre n'est pas seulement dû au hasard, que c'était quelque chose de calculé, de maîtrisé par Jor-El et qu'il n'est pas tombé par hasard dans la famille des Kent. Et ça, à l'écran, il n'y a que Smallville qui a osé le proposer et effacer ce côté un petit peu random de l'arrivée de Clark à Smallville. Parce que sur les premières saisons, Goff et Millar ont pris quand même beaucoup de liberté. Des libertés d'ailleurs qui n'ont pas forcément plu. Et paradoxalement, c'est aussi ces éléments-là, un peu trop scénarisés, recherche d'artefacts, etc., qui vont donner un côté répétitif à la série et qui vont quelque part essouffler le spectateur. Je dis essouffler, ils ont quand même renouvelé jusqu'à 10 saisons, hein. On va en parler. Parce que oui, la série a beaucoup souffert de ces renouvellements. 10 saisons. 10 saisons, c'est beaucoup pour une série. Et scénaristiquement parlant, il fallait du coup pouvoir creuser un récit à chaque saison. C'est-à-dire que la série en était arrivée à un point où Clark avait quasiment rencontré tous les ennemis qu'il est censé rencontrer en Superman. Et du coup, la question qu'on pourrait se poser, parce que Smallville étant l'histoire des origines de Superman, la fin de la série, c'était forcément le moment où Clark devient Superman. Donc, t'es piégé, chronologiquement parlant. Tu ne peux pas raconter une histoire qui se passe après ce voyage initiatique. Donc, la seule solution que tu as, c'est de faire durer ce voyage initiatique. Kal-El, mon fils!
tu as amplement mérité ton statut de héros. Et pour ce, tu as l'étoffe pour devenir S'il vous plaît? Pardon. On est renouvelé pour une nouvelle saison. Finalement, je pense que tu dois encore passer certaines épreuves, car tu n'es pas prêt. Désolé. Mais à un moment donné, quand Clark a déjà rencontré tous les super vilains qu'il est censé rencontrer en tant que Superman, ça pose problème à mon sens. Et je vais même aller plus loin, la série est presque devenue la série Superman sur les 2 dernières saisons. Et en fait, j'essaie toujours d'imaginer la manière dont ils se posaient sur la table pour trouver des idées et se dire bon, on est renouvelé pour une nouvelle saison, on peut pas le faire devenir Superman. Je me demande vraiment ce que ça donnait. Et pourtant, en tout début de saison, Goff et Millar avaient pris une grosse liberté sur le scénario. Une liberté qui, où ça passe, où ça casse. Alors c'est de constater que c'est pas forcément passé au vu de la suite. Je m'explique. Dans la saison 2, lorsque Clark découvre ses origines kryptoniennes, donc découvre l'existence de cette fameuse planète et d'où il vient, d'ailleurs ces informations vont être révélées par le professeur Virgil Swan, qui, gros guest star, hein, joué par Christopher Reeves, donc Clark va apprendre ses origines kryptoniennes, son prénom kryptonien, Kal-El. Et il va découvrir dans son vaisseau qui est dans la grange de ses parents, il va découvrir un message qui lui indique qu'il est venu sur Terre pour conquérir. C'est quelle audace! Et très franchement, où ça plaît pas, mais quelle audace d'oser suggérer que Clark Kent, enfin Kal-El, est venu sur Terre pour conquérir le monde. Et le message est fort, hein. Tu domineras cette espèce primitive qui sera plus faible que toi, etc. Le message, il est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Et même sur la fin de la saison, la façon dont Jor-El, en tout cas le souvenir de Jor-El, va traiter son fils, autant te dire que t'as pas le sentiment d'un papa bienveillant. Donc la direction qui avait été prise, elle était audacieuse, et j'avais hâte finalement qu'on développe le récit, à l'époque où c'était sorti, de savoir comment on allait venir à l'idée que Clark devienne le protecteur de la planète. Est-ce que vraiment on allait garder l'idée que Jor-El était une mauvaise personne ou que ça allait évoluer? Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas assumé cette idée sur la suite. Parce que évidemment que Jor-El est devenu l'homme bienveillant qu'il est censé être dans toutes les histoires Superman, et ça je suis ok, mais le problème c'est que on n'a jamais eu de réelle explication sur ce fameux message dans le vaisseau, quitte à faire un rétropédalage et pas assumer cette idée-là jusqu'au bout. Parce que je vous rappelle, hein, Jor-El, dans Smallville, il crame la tronche de Clark en lui gravant le symbole familial sur le torse. Enfin, il le marque au fer, hein. Donc, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu un espèce de retournement ou quelque chose qui aille nous expliquer ce fameux message dans le vaisseau. Ça aurait pu être Zod qui a incorporé le message à la dernière minute, ou Brainiac, ou n'importe qui. On aurait pu le faire. Mais finalement, on n'a pas pris le pli d'expliquer ce message-là. On a gardé l'idée d'un Jor-El assez froid, assez dur, tout en y amenant cette bienveillance au fur et à mesure des épisodes, et en essayant de faire oublier un petit peu la direction qui avait été prise de la saison 2. Et ça, à mon sens, c'est le plus gros problème de la série. Et c'est vrai que scénaristiquement parlant, je déteste quand on n'assume pas une première idée, même si on change d'avis. Les scénaristes ont le droit de changer d'avis et de prendre une autre direction. Mais expliquez-le. Ne le dissolvez pas à travers les saisons comme si ça n'avait jamais existé. Au-delà de ça, un des points forts qui, à mon sens, ont fait de Smallville une série réussie, c'est l'amour que portaient les showrunners à Superman. Parce qu'ils avaient quand même une certaine maîtrise de son histoire, une maîtrise du lore de la mythologie Superman. Ils y ont proposé des choses hyper intéressantes et il y a un certain respect esthétique qui rend littéralement hommage à la saga cinématographique qu'avait initiée Richard Donner en 1978. Que ce soit sur les décors, le design de la forteresse de solitude qui est exactement le même que celui des films. Le logo Superman qui reste exactement le même que celui des années 80. Le nombre de guest stars qu'il y a eu aussi dans la série Smallville, qui venait justement des premiers films, et il y en a eu d'autres, hein. Donc Christopher Reeves, qu'on a évoqué, Margot Kidder est apparue, Anna O'Toole, qui joue Martha Kent, pour rappel, était la Lana Lang de Superman 3,
Et vraiment, je sais que j'en ai déjà parlé, mais je garde un excellent souvenir du guest de Christopher Reeve, parce que le rôle qu'on lui a attribué, ce professeur qui connaissait, qui étudiait Krypton et qui révèle à Clark ses origines, ça fait une espèce de passation. Et à mon sens, il faut vraiment être un amoureux de la licence pour avoir l'idée de proposer ça. L'esthétique de la zone fantôme, en tout cas la façon dont on a envoyé dans la zone fantôme, qui reprend également les films, le final de la série qui se termine sur la musique de John Williams et l'esthétique du générique qu'on avait eu dans le premier opus. T'as que des clins d'œil au Superman de Donner. Faut qu'on parle aussi également de l'adaptation de Lex Luthor dans Smallville, joué par Michael Rosenbaum. La némésis de Superman qui est extrêmement bien reconstruite dans Smallville. Et surtout l'espèce de paradoxe entre le fermier comblé par sa famille qui a besoin de rien d'autre et le riche milliardaire quelque part presque rejeté par son père qui pourrait avoir absolument tout ce qu'il veut mais qui n'a pas l'essentiel et qui va même développer une espèce de toxicité dans toutes ses relations, qu'elles soient amicales ou qu'elles soient amoureuses. Et on va voir un peu le cheminement de Lex Luthor devenir cet être maléfique qu'il est censé devenir pour être la némésis de Superman, mais il va avoir cette évolution au travers de ses sentiments à l'égard de Clark. Parce que ses sentiments à l'égard de Clark, on sent qu'il est extrêmement envieux de sa vie. Et on démarre la série où ils deviennent meilleurs amis lorsque Clark lui sauve la vie, pour que finalement la quête d'une réponse absolue à tout vis-à-vis de Clark va forcément détériorer leur amitié, jusqu'à la détruire, où Lex Luthor va embrasser son destin de super vilain. Et le développement, il est génial. Et encore une fois, ça va venir se détruire à la fin, parce que Michael Rosenbaum va quitter la série après la 7e saison, et va revenir pour le dernier épisode. Et malheureusement, on va tomber dans la facilité scénaristique sortie du chapeau et la plus simple pour essayer de rendre la suite cohérente, l'amnésie. Et donc on va lui faire oublier tout ce qu'il sait de Clark, tout ce qu'il a appris au fil de ces épisodes, pour pouvoir devenir le Lex Luthor ennemi juré de Superman. Et c'est toujours assez désolant de réduire la pirouette scénaristique par l'amnésie. Mais en tout cas, d'avoir intégré Lex Luthor dans le show dès la première saison, là aussi, il fallait être capable de pouvoir développer quelque chose de cohérent. Et j'ai trouvé que l'évolution du personnage était superbe. Et alors, me direz-vous, quels seraient les gros points noirs de la série? Alors pour moi, et c'est très souvent le cas, le plus gros problème de la série, c'est sa dernière saison. Sa dernière saison qui ne savait plus quoi raconter pour développer Clark. Parce qu'il arrivait déjà à son aboutissement en fait. Et il aurait même pu commencer à endosser son costume 2 saisons avant. Enfin, pour rappel, c'est Clark, hein, c'est pas Superman encore. Il est quasiment déjà dans la Justice League. La Justice League existe déjà. Il s'allie avec la Justice Society. Il combat la Suicide Squad. Pour te dire hein, que Smallville était quand même ambitieuse. Hein. On a eu quand même beaucoup d'adaptations live action qu'on n'avait pas eu jusque-là. Donc, on a la Suicide Squad. On va voir Flash. On va voir Aquaman. On va voir Cyborg. Clark est encore adolescent quand on nous propose tout ça. C'est un vrai problème. Et pour moi, ils ont été piégés avec le renouvellement de la série. Ils auraient presque dû partir sur une autre série. Terminer Smallville et partir sur une autre série Superman, ce qui aurait très bien fonctionné. Alors bien sûr qu'il y avait du fanservice, et je trouvais que Smallville savait maîtriser son fanservice. Le problème, c'est que comme il ne savait plus quoi raconter sur les dernières saisons, il y en avait en abondance, et en abondance. Et pour le coup, des personnages DC Comics qui intervenaient dans Smallville, et qui, à mon sens, n'avaient absolument rien à faire là, au moment de l'histoire. Du Blue Beetles, du Gold Booster, la Légion. Voilà, c'est bien sûr ça fonctionne le fanservice, mais là c'était beaucoup trop. Ils auraient pas dû interagir dans cette série à mon sens. Et aussi une très mauvaise gestion qu'ils ont eue dans la série, c'est la relation de Clark et Lois Lane. Parce que Lois Lane déjà elle arrive beaucoup trop tôt, elle arrive en saison 4 et elle devient une espèce de petite sœur insupportable vis-à-vis de Clark. Et c'est vraiment la relation qui se développe pour pouvoir continuer
l'intrigue amoureuse qu'il a avec Lana. Parce que l'intrigue amoureuse de Lana, elle va quand même durer 8 saisons, quasiment. Allez, 7 saisons et elle va se clôturer en 8e saison. Et si tu veux, l'intrigue amoureuse entre Lana et Clark, elle tourne tellement autour du secret, autour du fait qu'on peut pas les mettre ensemble, parce que Clark Kent ne fera pas sa vie avec Lana Lang, hein, dans la mythologie Superman. Donc, tu sais de toute façon que ça finira mal, juste tu sais pas comment. Mais il y a eu tellement de rebondissements dans cette intrigue amoureuse que c'en est presque frustrant de pas les voir terminer ensemble, même s'il est censé finir avec Lois. Et du coup, ça a énormément desservi le développement de la relation entre Lois et Clark. Parce que on la vit un petit peu comme une seconde main et on retrouve même pas la passion que Clark avait pour Lana. Parce que vraiment, quand les deux se regardaient, tu voyais de l'amour qui transpirait dans les yeux. Tom Welling le jouait super bien. Avec Lois, ça fait plus pote de débauche. Et je trouve qu'il y a beaucoup moins d'investissement émotionnel dans leur relation. Et du coup, l'intrigue amoureuse ne fonctionne pas. Et c'est peut-être d'ailleurs le couple Lois et Clark le moins bien adapté en live action. Même Lois et Clark, avec Dean Cain et Terry Hatcher, fonctionnaient mieux. Et pourtant, les acteurs se détestaient. Hein. Dean Cain bouffait de l'ail pour emmerder Terry Hatcher lors des scènes de baiser. Pour te dire. Hein. Et pourtant, l'alchimie fonctionnait mieux sur la série. Et le gros problème qu'ils ont eu pour développer cette relation, c'est que des fois, on avait des redites de ce que Clark avait déjà vécu avec Lana. Alors, avec la personnalité de Lois Lane, certes, mais ça fonctionnait beaucoup moins. Ça fonctionnait beaucoup moins, et c'est ce que je disais, on était tombé un peu dans ce cadre répétitif où on ne savait plus trop quoi raconter. Et je suis obligé évidemment de parler de, à mon sens, l'élément le plus décevant de la série, le costume. Le costume est une énorme déception. Parce que Tom Welling n'a jamais voulu porter le costume de Superman. Je vais recontextualiser. Il faut savoir que lorsque Tom Welling a été casté pour jouer Clark Kent, il a refusé. Je crois qu'il a refusé 3 fois le rôle. À la fin, il a accepté. Il avait imposé une condition. Donc on était en début de saison 1. Hein. Il avait imposé une condition, c'était qu'il ne porte jamais le costume de Superman. Les showrunners ont dit OK. Ça a été contractualisé. Donc Clark a évolué évidemment au fil des saisons de Smallville et c'est normal qu'il portait pas le costume et du coup c'était facile à ce moment-là pour les showrunners de lui faire cette promesse-là. Par contre, là où ils ont été malins, c'est que vous remarquerez que dans Smallville, Clark a quasiment tout le temps des tenues bleues et rouges pour faire le rappel de couleur. Enfin voilà, c'était la condition. Mais bon, il s'est quand même passé 10 ans entre la signature du contrat et le dernier épisode. 10 ans. Donc moi, naïf que j'étais, j'avais espoir qu'il ait changé d'avis. Force est de constater qu'au résultat, tu ne vois jamais Tom Welling avec le costume. Donc la pirouette qu'ils ont utilisée, c'est le CGI, c'est-à-dire que quand tu vois Superman, tu le vois en plan large, de loin, il est totalement en CGI. Et pour les gros plans sur Clark, tu vois le visage de Tom Welling à travers le hublot d'avion et ils ont rajouté une cape en CGI. Et même le final, bordel, même le dernier acte où tu vois Clark sur le toit tirer sa chemise, qui est sûrement une des images les plus emblématiques de Superman. Quand il déchire la chemise, tu vois le logo Superman, c'est de la synthèse, collé sur le torse de Welling. Quelle déception, mais quelle déception. Alors, ils ont réussi à intégrer le costume dans la série. Donc, on a bien gardé l'idée que ce soit Martha Kent qui lui offre le costume, il le retrouve dans sa boîte, et puis c'est Jor-El qui va emprisonner le costume dans la forteresse de solitude pour ne lui donner que dans le dernier épisode. C'est cohérent, c'est logique qu'il ait son costume que dans le dernier épisode. Mais purée, qu'on ait aucun plan de Clark en costume, purée, quelle déception. Mais vraiment. Pour conclure, Smallville est une de mes séries préférées, centrée en plus autour d'un de mes héros préférés, et proposer un réel respect de la licence, même s'il y a eu des idées audacieuses qui n'ont pas forcément été assumées et qui trouvaient explication au fur et à mesure du show. Je trouve ça vraiment top qu'ils aient repris l'identité visuelle des Superman au cinéma, initiée par Richard Donner. Mais la série va malheureusement souffrir de sa longévitude, se perdant à essayer de justifier pourquoi, malgré toutes les aventures et toutes les épreuves qu'avait vécu Clark Kent, il n'était toujours pas Superman.
redondance de son voyage initiatique qui, à force, a fortement essoufflé la série. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de la série Smallville. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série. Si vous voulez soutenir la chaîne, le lien Tipeee est présent en description. Et surtout, pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine review. Sur ces bonnes paroles, moi je vous laisse. Ciao les amis.